Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les sujets qui fâchent. On va regarder la fiscalité des entreprises. Et je fais ça, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Moi-même, pendant de nombreuses années, j'étais perdu. Mais vraiment complètement perdu. C'est-à-dire que je ne comprenais absolument rien à tout ce charabia. Maintenant, au bout de quelques années, ça fait quelques années que je m'intéresse à ce sujet-là, donc forcément, les mots me paraissent moins barbares. Et puis forcément, je comprends un peu mieux ce qu'est la fiscalité des entreprises. Alors je vais essayer de vous retransmettre un petit peu tout ça, parce que finalement, quand on décrypte les choses, il n'y a rien de compliqué. Grimper sur le podium en prenant l'ascenseur grâce au motivateur. On va parler de ce qui se passe en général, c'est-à-dire les sociétés comme les SARL, etc. SARL, c'est quoi? C'est une structure juridique. Donc une entreprise, déjà, elle se définit par sa structure juridique. SARL, il y a aussi d'autres modèles comme les sociétés anonymes, les SA, etc. Donc je vais pas aller trop là-dedans parce que finalement c'est assez peu intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir comment le mouton va se faire tondre. Donc le mouton se fait tondre grâce aux impôts, grâce à la fiscalité. Donc il y a ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Donc elle se fait sur les bénéfices, ce qu'on appelle les bénéfices ou bien les excédents bruts d'exploitation des entreprises. Donc je vous renvoie à Internet pour avoir plus d'informations là-dessus, mais en clair, c'est ce que vous gagnez vraiment, les bénéfices, une fois que vous avez retiré vos charges, en fait. Parce que c'est bien beau de vendre un produit à 100 €, mais déjà, si vous a coûté 90 €, ce qui rentre dans votre poche, c'est 10 € simplement. Les impôts sont intelligents et comprennent que on ne va pas embêter quelqu'un sur le prix de vente, mais on doit l'embêter sur le bénéfice qu'il fait. Sinon, il va rapidement faire faillite. Donc ça, heureusement, ils l'ont compris. Alors, ce qu'il faut savoir dans une société, l'impôt sur les sociétés, en général, c'est 15% en dessous de 18 120 €, sinon c'est 28%. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en l'absence de bénéfices, il n'y a pas d'impôt. Alors ça, on pourrait se dire, ouais, chouette. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des formalités et de la compta annuelle qui s'élèvent à 1200 €, parce que justement, la structure juridique SARL est un peu plus complexe que par exemple auto-entrepreneur, etc., parce que justement, il y a des écritures comptables à faire, etc. Évidemment, il y a une grosse surveillance parce que l'État ne veut pas que les entreprises fassent n'importe quoi, n'importe comment, donc il y a des écritures qui sont strictes pour éviter un petit peu les débordements. Donc au final, vous n'êtes pas comptable, donc vous devez sous-traiter, et c'est pour ça que ça vous coûte 1200 € à peu près. Bon, je n'ai pas les tarifs exacts en tête, mais si vous voulez, j'ai l'expérience d'un ami qui a monté sa SARL, je l'ai aidé à monter sa SARL, je l'ai suivi durant tout le montage, je l'ai suivi quand il est parti faire son emprunt à la banque, voilà, donc j'ai une expérience un petit peu de tout ça. Donc je peux vous dire que ne vous lancez pas dans la création d'une SARL si derrière vous n'avez pas un projet solide, car derrière il y a des frais, et je peux vous garantir que quelqu'un qui n'a pas 1200 € à donner, les donner c'est compliqué. Donc il faut vraiment que quand vous créez justement ce type de structure, tout soit bien compté dans votre business model, que par exemple si vous faites un emprunt à la banque, que dedans vous ayez compté justement de quoi survivre sans rentrer d'argent, parce que le truc c'est ça, c'est qu'il faut pouvoir survivre sans rentrer d'argent pendant un certain temps. C'est ça le principe donc il faut compter toutes ces choses là. C'est pour ça que la fiscalité, il faut s'y coller, même si c'est pas un sujet qui est très intéressant. Les formalités, la fiscalité, il faut s'y coller quand on crée sa boîte, et je préfère tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est sûr, le modèle là, c'est le plus dur. Heureusement, il y a d'autres modèles beaucoup plus simples, mais je commençais par le plus méchant, et ainsi, vous allez peut-être être encouragé en voyant qu'il existe d'autres solutions, comme les entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, ERL, etc., car elles peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le régime de la micro-entreprise. Alors le micro-entrepreneur est dispensé d'établir une déclaration professionnelle de bénéfices, et d'après ce que je comprends, j'en suis pas très sûr, mais d'après ce que je comprends, le micro-entrepreneur va être taxé à hauteur de entre 1 et 2,2% de ses bénéfices. Alors, je n'en suis pas totalement sûr, je préfère vous le dire. Ça fait partie des informations dont je ne suis pas sûr. Le reste, j'en suis sûr, mais ça me paraît peu. Voilà pourquoi j'étais assez surpris. C'est que comparé à une SARL, entre 1 et 2,2 selon l'activité, ça me paraissait faible. Bon, à creuser. En tout cas, ce qui est intéressant avec le micro-entrepreneur, en général, l'auto-entrepreneur est soumis au régime fiscal de la micro-entreprise. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis auto-entrepreneur. Donc, mais une personne qui est en EURL, donc c'est une entreprise
entreprise à responsabilité limitée. Donc il peut opter, donc la personne en URL peut opter soit par l'IS, mais elle va certainement utiliser ce régime-là si son CA est faible. On va le voir après, c'est que la micro-entreprise n'est autorisée que pour des entreprises qui ont un CA inférieur à 72 600. Alors vous allez vous dire, 72 600 euros, c'est une forte somme d'argent, et avant que j'atteigne ce genre de... Détrompez-vous. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le bénéfice, c'est l'argent nécessaire à créer le bénéfice. Parce que quand on parle de CA, le CA c'est quoi ? C'est finalement la partie visible de l'iceberg. Comme je vous disais tout à l'heure, imaginons que vous faites des ventes pour 72 600 euros. Mais imaginons que ça vous ait coûté 80 000 de les faire, ces ventes-là. Vous êtes déficitaire. Donc, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais après, il faut voir le bénéfice que vous en tirez. Si vous n'arrivez en fait, votre bénéfice, je n'ai pas assez de recul pour vous le dire, mais je ne sais pas quel genre de bénéfice on peut espérer avec une telle chose. Pareil pour la vente de marchandises. Faire 176 200 euros de vente ou d'hébergement par an, c'est pas beaucoup finalement, parce que imaginez qu'un hôtel, imaginez un hôtel, 176 000 euros pour un hôtel, c'est rien, vous voyez, c'est rien du tout. Donc moi je pense que c'est pas, adapté à toutes les situations. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui veut démarrer et qui a envie, par exemple, de se lancer dans un site internet, de créer des choses qui ne réclament pas beaucoup de frais, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une histoire avec les frais, c'est-à-dire qu'il faut déduire vos frais, etc. Et une société permet plus facilement de le faire. C'est ça qui, en général, motive tout simplement en général les grosses entreprises à passer dans le régime. C'est pas simplement cela, mais c'est aussi le fait qu'il est plus facile de déduire ses frais. Et il y a aussi l'histoire de la TVA. Donc je veux pas rentrer dans tous ces trucs-là parce que ça va vous embrouiller, mais sachez que la TVA, en micro-entreprise, vous la facturez pas et donc vous ne la récupérez pas, et ça veut dire que si vous achetez un objet, vous payez la TVA. C'est le gros problème, c'est ça. C'est que par exemple, demain vous achetez une voiture, quelqu'un qui va l'acheter dans une société, il va pas payer la TVA, donc ça va lui faire un prix beaucoup plus faible, alors que vous allez être obligé de payer la voiture en micro-entreprise, comme si vous étiez un particulier, comme si vous étiez quelqu'un qui allait acheter une voiture au garage, alors que vous le faites pour votre entreprise personnelle. Et vous n'aurez pas de passe-droit, alors qu'une société ne paye pas n'est pas redevable de la TVA quand elle achète quelque chose. Voilà, donc ça c'est deux différences, mais nous, dans notre cas, c'est-à-dire on est youtubeur, on crée des jeux, je sais pas, on fait des PDF, je ne sais pas, on fait des tas de choses comme ça, on va pas aller acheter une voiture, on va pas aller acheter, peut-être pas à part un ordinateur ou des trucs comme ça, donc on n'est pas trop impacté, j'ai envie de dire, par les mauvais aspects de la micro-entreprise. Donc c'est pour ça que ça la rend intéressante pour plein de gens, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler, parce que vraiment c'est quelque chose de très important de comprendre que c'est une grande avancée. Et pour vous expliquer un petit peu les choses, je vais replacer un peu les choses dans leur contexte historique, parce que les gens se rendent pas compte de la chose, c'est qu'il y a aussi la tradition culturelle qu'on avait avant qui n'était pas très portée sur l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que si on remonte dans les années 50, 70, la France avait un grand besoin d'ouvriers. Donc, elle ne facilitait pas forcément l'accès à l'artisanat ou à l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, c'était des choses à la marge pour elle. Le grand besoin, c'était, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'était en 1970, l'industrie automobile en France, c'était 5 millions de travailleurs. Imaginez-vous, 5 millions de travailleurs, donc c'est là qu'il y avait la plus grande demande de main-d'œuvre, c'est dans l'automobile. Et donc on était en pleine croissance de la France, donc si vous voulez, le chômage commençait d'arriver, mais c'était par manque d'organisation plus. C'était parce que soit les gens n'étaient pas assez bien formés, soit ils habitaient ailleurs par rapport à l'endroit où il y avait l'offre. En fait, c'était pas un chômage de masse comme aujourd'hui, mais en fait, les sociétés ont évolué, donc pour diverses raisons, on a on a enlevé le côté industriel de la France, maintenant on achète plus nos produits ailleurs, comme en Chine par exemple. Donc il y a eu un bouleversement qui a fait que on a créé du chômage, ce qu'on appelle du chômage de masse. Et quand l'État a vu ça, il s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va faciliter la création d'entreprises. Parce que quelque chose d'important à comprendre, c'est que tout simplement une SARL, non seulement il y a des frais annuels, mais il y a des frais de création. C'est-à-dire que il y a au moins, je pense, de mémoire, entre 600 et 700 euros rien que pour la création. Donc ça, c'est quelque chose qui peut freiner énormément de gens. Ensuite, il y a énormément de formalités, comme je vous l'ai dit, etc. Ça, quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est beaucoup plus faible. Vous avez juste une déclaration à
d'affaires que vous choisissez soit mensuel, soit trimestriel, et puis ensuite vous déclarez vos impôts sur le revenu. Sur vos impôts, il y a une feuille spéciale pour justement, c'est ce qui est écrit ici. Vous reportez dans la il y a une déclaration qu'on appelle la déclaration complémentaire sur le revenu. Vous déclarez vos données, et voilà. C'est pour ça que il y a eu avant, c'était quelque chose de réservé à une certaine élite. Voilà. Avant, par le passé, c'était une certaine élite qui pouvait créer des entreprises. Et des fois, par accident, tu pouvais avoir un ouvrier qui rachète la boîte de son patron parce que son patron partait en retraite ou je sais pas quoi. Donc, il y avait toujours des contre-exemples, bien évidemment. Mais je veux dire, de manière générale, quelqu'un avait peur de la création d'entreprise parce qu'il savait, il avait entendu dire en général, c'est ce qui se passe en général, c'est que on entendait dire que c'était difficile, qu'il y avait et en plus qu'il fallait emprunter, que c'était des problèmes avec la banque, etc. Ça faisait peur. Aujourd'hui, l'autre entrepreneur, sous le régime de la micro-entreprise, n'a pas forcément besoin d'emprunter, n'a pas forcément besoin de créer un compte bancaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une société, vous êtes obligé d'avoir un compte professionnel séparé de votre compte personnel, alors que en étant dans une EIRL ou bien auto-entrepreneur, votre compte bancaire à vous peut faire office de compte. Donc vous n'avez pas besoin de frais supplémentaires encore pour créer un compte bancaire. Donc ça aussi, c'est intéressant de le dire. Donc moins de frais, moins de paperasse, et surtout quelque chose de très important, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez absolument rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si pendant trop de temps vous faites ça, c'est-à-dire de déclarer des chiffres d'affaires qui sont nuls, vous serez automatiquement radié au bout de 2 ans de ce régime-là. Mais 2 ans, c'est long. Donc en 2 ans, vous avez le temps de générer vos premiers profits. Alors, malheureusement, il y a les mauvaises nouvelles, c'est que il n'y a pas que l'impôt sur les sociétés ou bien l'impôt sur le revenu, parce que là, dans ce cas-là, le micro-entrepreneur, il est imposé sur son revenu. Voilà. Donc, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a aussi les cotisations sociales et puis les petites mouches qui viennent vous piquer. Alors, les cotisations sociales, pour les bénéfices industriels et commerciaux, c'est 12,8%. Sinon, pour le reste, c'est-à-dire les BNC, etc., et les prestations de services. Donc, les BNC, c'est quoi? C'est les bénéfices non commerciaux. C'est 22%. Donc, vous voyez bien qu'on considère que les activités libérales et les prestations de services, tout ça, c'est plus facile à gérer que les bénéfices industriels et commerciaux, puisque les bénéfices industriels et commerciaux nécessitent beaucoup plus d'investissement et de lourdeur d'exploitation, donc c'est normal qu'elles soient un petit peu plus aidées. Et là, on le voit à la fois par le pourcentage des cotisations sociales, donc c'est pour ça qu'on doit se déclarer mensuellement ou trimestriellement, c'est pour pouvoir verser directement les cotisations sociales. Et ensuite, c'est intéressant parce qu'on vous donne un papier à la suite de ça que vous pouvez donner au Pôle emploi. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que en déclarant vos cotisations sociales, alors je parle bien, attention, de auto-entrepreneur, quand vous faites votre déclaration mensuelle, vous allez obtenir, moi je pense qu'il faut mieux la faire en mensuel du coup, si vous êtes au Pôle emploi et que vous touchez de l'argent du Pôle emploi, vous obtenez une attestation que vous retransmettez au Pôle emploi. Ainsi, le Pôle emploi va ajuster ce qu'il vous donne en fonction de ce que vous générez avec votre entreprise. Donc c'est très très intéressant. Quelqu'un qui va être licencié, par exemple, il va bénéficier du chômage pendant 1 an ou 2 ans. Durant cette période, il va pouvoir ajuster, pouvoir compléter ses revenus. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous gagnez 500 € et que normalement vous gagnez 1000 € de chômage, ils vont pas vous donner 1000, parce que sinon ça vous ferait 1500. Non, ils vont vous donner 500. Mais l'avantage de ça, c'est que, ok, vous dites, ah merde, mon chômage il baisse. Non, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous en aurez plus longtemps, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la cagnotte que vous avez au bout du compte ne change pas, c'est simplement on vous la donne moins vite. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre aussi, c'est que si vous touchez du chômage, n'ayez pas peur de créer une entreprise, ça va pas du tout, normalement, si vous faites bien les choses dans les règles et que vous respectez, le fait que quand vous vous inscrivez au Pôle emploi, il faut tout de suite prévenir le Pôle emploi que vous avez pour projet de créer votre boîte. Hein. Attention, ne débarquez pas un matin en disant « Ah tiens, je vais créer ma boîte », ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à la suite d'une perte d'emploi, comme moi j'ai fait, vous devez prévenir le Pôle emploi que votre projet, dans les mois qui viennent, est de créer votre micro-entreprise. Comme ça, une fois que vous les avez prévenus, que vous êtes enregistrés, eux, ils vous passent dans un statut tout à fait spécial et vous continuez de toucher le chômage, mais vous n'êtes plus suivi pour, par exemple, être obligé de chercher un emploi. Vous êtes dans un format un peu spécial à partir de là. Donc là, j'ai fait une petite parenthèse concernant le Pôle emploi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui vont regarder cette vidéo et qui sont au Pôle emploi et perçoivent des ACDI. Et c'est pas impossible, justement, de cumuler mensuellement. Ah, donc si vous gagnez 0, vous touchez tout votre chômage. Donc c'est intéressant. Alors, les cotisations sociales, donc voilà, c'est quand même pas de la tarte. Ensuite, alors je pense que c'est peut-être pour ça que ici on parle de 28 et 15, parce que peut-être que ça, c'est inclus là-dedans. Ça,
ça, il faudra demander à un comptable. Je suis pas spécialement calé là-dessus, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai récolté, c'est les informations que j'ai récoltées sur le site du gouvernement. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la CET. Donc la CET, c'est anciennement la taxe professionnelle. Donc la taxe professionnelle, c'est reversé pour en fonction normalement de la taille de vos locaux, etc. Donc, ce qui est bien, encore une fois de plus, c'est que en étant auto-entrepreneur, là, si vous ne faites pas beaucoup de CA, c'est-à-dire en dessous de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous ne serez pas redevable de cette taxe. Et ça, c'est un petit peu dans le même esprit de ce que je vous disais, c'est essayer d'alléger au maximum la création d'activités, parce qu'il y a tellement de chômage en France que ça devient un problème grave et qu'il faut laisser aux gens l'opportunité de vivre. Et donc, avant, beaucoup peu l'auraient fait avec le modèle traditionnel si lourd, parce que la SARL, comme je vous l'ai dit, c'est très lourd, donc vous devez forcément faire un emprunt. En fait, si vous voulez, vous devez avoir un capital de départ, alors que en auto-entrepreneur, ce n'est pas une obligation du moment que vous avez le matériel. Le matériel, les locaux, en général, quelqu'un qui fait ça de chez lui possède déjà un ordinateur, possède déjà une connexion Internet, etc. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, créer son activité sur Internet, comme moi j'essaie de le faire, c'est la façon la plus intelligente de démarrer, de faire de l'expérience sans prendre de risques. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que moi, en ce moment, je ne prends aucun risque financier quasiment dans ce que je fais, et je prends de l'expérience qui pourrait être valorisée par la suite à refaire quelque chose d'autre, recréer quelque chose d'autre, une autre. Mais l'expérience que je prends maintenant n'est pas auréolée d'un risque financier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Voilà. Après, il y a d'autres petites taxes qui viennent s'ajouter quand vous êtes en auto-entrepreneur ou en EURL, etc. Vous avez, par exemple, la contribution à la formation professionnelle, etc. Donc, on voit que c'est gérable, tout ça. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Alors, peut-être qu'à l'avenir, je ferai d'autres vidéos parce que c'est un sujet vaste, mais j'essayais déjà de clarifier un petit peu les choses, de les classer pour voir que c'est pas si difficile. Hein. On a les entreprises traditionnelles, on a ce qu'on appelle les entreprises individuelles qui, elles, peuvent bénéficier d'un régime fiscal particulier qui est le régime fiscal de la micro-entreprise et que, si vous avez un CA qui rentre dans les clous, vous pouvez bénéficier de ce système qui est intéressant, majoritairement et principalement parce que on ne paye pas de charges si on ne fait pas de bénéfices, alors que je sais que dans l'impôt sur les sociétés, vous n'avez par exemple pas cette disposition qui permet de ne pas payer la taxe professionnelle, la CET. Quand vous êtes en SARL, vous la payez quoi qu'il se passe, quels que soient vos bénéfices, vous payez la CET. Alors c'est quelque chose qui peut rebuter pas mal de monde, parce que imaginez que je crois que c'est 500 € par an, la CET, je crois, ça fait mal de payer une CET alors que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous avez à faire. Parce que si on ajoute les 500 € de la CET, plus les 1200 € en frais en compta, plus l'électricité, plus dans une SARL, attention, vous avez des frais aussi de stock. Vous devez avancer votre stock en général. Hein. Quelqu'un qui veut vendre des habits, il va vendre son stock, etc. Donc toutes ces choses-là s'additionnent, hein, se cumulent, et à la fin du compte, c'est extrêmement risqué, il faut le dire. Voilà, à la fin du compte, créer sa SARL, c'est un risque majeur parce que on est quand même taxé, on a quand même des frais d'exploitation, etc., etc., etc. Quand on peut éliminer tous ces méfaits-là pour arriver finalement à quelque chose qui est de l'ordre de l'administratif, l'autre entrepreneur, il a plus, des devoirs administratifs. Mais on le met pas dans un système où c'est réussir ou perdre de l'argent. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous faites une société, une SARL, etc., c'est soit vous réussissez ou soit vous allez perdre automatiquement de l'argent de votre poche. Parce qu'à la fin, si vous faites faillite et qu'il y a une liquidation judiciaire, à la fin, il faut qu'ils remboursent les créanciers. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller regarder les biens que vous avez. Ils vont regarder si vous avez une voiture, ils vont regarder si vous avez un logement, des meubles, de la hi-fi. Et vous allez pas y couper, hein. Et ils vous lâcheront pas. Alors que là, si vous partez dans un système comme ça où vous servez d'internet, vous servez de toutes ces choses-là qui sont gratuites finalement, enfin gratuites ou peu chères et peu risquées et qui nécessitent peu de stock, parce que voilà, si vous créez un jeu vidéo, vous n'avez pas besoin de beaucoup de stock, à part peut-être le stock de graphisme que vous allez soit faire vous-même, comme moi dans mon cas, je vais créer un jeu vidéo, voilà, le stock de graphisme, soit je vais l'acheter, soit je vais le faire, mais voilà, c'est pas des choses qui vont me mettre sur la paille à vie. Là, il y a des gens qui se sont mis à la paille à vie, hein, pour créer leur boîte. Et regardez en ce moment avec le coronavirus, regardez ce que sont les restaurateurs, et si ce n'est que ce sont des victimes en fait, parce que vous voyez bien que leur vie de créateur d'entreprise et de gérant d'entreprise n'est pas facile, et que quand on vous dit vous n'aurez plus de rentrée d'argent, imaginez le
choc psychologique. Imaginez aussi la difficulté de repartir après. On leur propose de s'endetter pour le faire, mais en fait, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que on ne crée pas une boîte pour se suicider. Et malheureusement, le coronavirus aura créé le suicide, du moins économique, la mort économique, mais qui peut entraîner une mort sociale par effet de domino. Donc c'est une réalité. Je fais cette petite parenthèse parce que justement, là, on est au cœur des choses, on est au cœur du système. On se rend compte que, effectivement, créer sa boîte, c'est un choix de vie déjà, premièrement. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit et que je l'ai expliqué dans la précédente diapositive, ne vous attendez pas à avoir une vie de manière linéaire, avec des vacances bien préétablies, etc., des week-ends bien préétablis. Non, vous n'avez pas des week-ends préétablis où vous savez à l'avance quand vous allez partir en vacances. C'est une vie spéciale, le créateur d'entreprise. Spéciale déjà par son emploi du temps, mais spéciale aussi par les rentrées d'argent qui sont fluctuantes. Et puis il faut savoir une chose, c'est qu'une SARL, si vous réinvestissez pas une partie de ce qu'elle gagne à l'intérieur, elle va mourir aussi. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est qu'il faut réinvestir. Et ça, l'autre entrepreneur, à un moment donné, il sera confronté aussi à cette réalité. Ça veut dire quoi réinvestir ? C'est-à-dire reproposer des nouveaux produits, reproposer de se réinventer, parce que sinon, vous risquez de perdre votre clientèle ou vous risquez simplement de mourir parce que il faut solidifier votre activité au bout d'un moment. Au démarrage, vous allez acquérir une espèce de première clientèle, on va dire de base, mais si vous vous contentez de vous reposer sur cette première clientèle que vous avez acquis à la création de votre boîte, le problème c'est que vous êtes dépendant finalement d'un élément que vous ne maîtrisez pas. Donc il faut justement toujours créer de la maîtrise en fait. Créer de la maîtrise, c'est quoi ? C'est toujours faire de la recherche en développement, dire tiens comment se passe le marché, tout le temps réétudier ce qui se passe pour ne pas rester distancé. Donc je vais pas vous dire que c'est simple, je vais pas vous mentir là-dessus. Moi j'ai quand même beaucoup d'expérience là-dessus, non pas en tant que tel, mais de ce que j'ai pu lire. Ce que je viens vous montrer là maintenant, c'est l'ensemble de mes lectures et aussi de mes visionnages de certaines vidéos sur internet. Donc tout ça me fait dire que ne croyez pas que créer une société c'est facile. Que ce soit n'importe quoi, vous allez devoir mettre de l'argent dedans, tant vous aurez une issue qui est incertaine. Toutes ces choses-là sont difficiles. Et moi c'est pour ça que j'opte plutôt pour une entreprise moderne, basée sur les nouvelles technologies. Parce que comme je vous le disais dans la diapositive précédente, le but à la fin c'est de créer un système que vous déléguez, un peu comme le restaurateur qui à la fin va embaucher des gens pour faire les tâches dont il n'a plus envie. Mais au début, c'est lui qui va mettre la main à la pâte. Le restaurateur, au départ, c'est lui qui va faire la plonge, c'est lui qui va faire tout ça. Puis quand il va commencer un peu à étoffer ses rentrées d'argent, il va pouvoir dire « Ah tiens, je vais prendre un plongeur. Ah tiens, je vais prendre quelqu'un qui va faire ci ou ça. » Et à la fin, lui, il va quand même pouvoir ne faire que ce qui lui plaît. Par exemple, si ce qui lui plaît, c'est de cuisiner, il va faire de la cuisine. Si ce qui lui plaît, c'est d'aller au marché, chercher les produits. Enfin bref, l'entrepreneur a le choix, a la liberté. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que très important, c'est que si vous voulez viser une liberté dans vos choix, une liberté dans votre emploi du temps, dans tout ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes salarié parce que vous devez votre temps à l'entreprise. Tout ce qui se passe à l'intérieur de votre temps de travail appartient à votre employeur. Quand vous êtes vous-même un employeur ou un gérant d'activité, c'est vous qui choisissez ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites, etc. Donc cette liberté-là a un prix, c'est le prix du risque, c'est le prix de la remise en question. C'est une aventure qui est totale. Entreprendre, c'est une aventure totale. Vous ne pouvez pas le faire comme ça, oh tiens, je vais entreprendre, mais bon, tiens, je vais un petit peu comme ça, comme on dirait, tiens, de temps en temps, je vais courir. Non, les gens qui courent et qui obtiennent des résultats, c'est des gens qui courent régulièrement et qui ne prennent pas ça à la légère, qui s'informent sur le sujet. Parce que quand on commence à courir de manière générale, par exemple, c'est une activité qui va nécessiter de s'informer sur comment bien manger, faire attention à ses articulations, etc. Donc le mec qui va courir comme ça par-dessus la jambe, j'ai envie de dire, il va courir de temps en temps, il n'aura aucun résultat. Bon, à entreprendre, c'est pareil. Vous pouvez pas être un demi-entrepreneur, vous pouvez pas être une moitié d'entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la fois être dans les bars, à la fois se promener, à la fois être chez ses amis, à la fois en train de jouer à la console, à la fois et puis être obtenir des résultats. Et même si vous vous y mettez à 100%, c'est pas sûr que vous obtenez des résultats. Mais en fait, il faut être positif, il faut être constructif et se dire que les résultats, c'est pas ce qui compte le plus, c'est la manière dont vous le faites. Parce que en fait, comme disait Olivier Roland, il dit que si vous êtes
être assez malin. Vous devez diminuer au maximum le risque dans ce que vous faites, dans ce que vous testez, dans ce que vous allez mettre en place. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de tester des choses et de vous mettre en avant, mais en prenant le moins risque possible. Évidemment, si demain vous ouvrez un restaurant, bah là, il va falloir des locaux, il va falloir du mobilier, il va falloir des choses. Donc on ne pourra pas y couper. Par contre, il y a d'autres moyens de rentrer un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat, mais en diminuant au maximum le risque que vous pouvez faire courir à vous et à vos proches. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur l'entrepreneuriat. Maintenant, on va passer à la suite. Arrondir les fins de mois, c'est important.